Mon fils m'a traité de nulle et a coupé le chauffage en hiver. Il a claqué le thermostat avec un sourire narquois. Tu peux geler pour ce que ça me fait. Je me suis blottie dans mon manteau et j'ai murmuré, tu m'as poussé trop loin. Quand il est rentré le lendemain, les serrures avaient été changées et je l'attendais. Je suis une veuve de 58 ans vivant à Milwaukee, dans le Wisconsin. J'ai passé la majeure partie de ma vie à travailler comme enseignante en CE2, et j'étais mariée à un homme bon nommé Marty. Il est mort d'un cancer il y a 4 ans, le genre qui ronge les os, lentement et douloureusement. J'ai quitté mon travail plus tôt pour m'occuper de lui jusqu'à la fin. Ce n'était pas facile, mais je l'ai fait avec amour. Notre fils unique, Jesse, avait 23 ans quand son père est mort. Il n'a jamais été très proche de Marty, mais j'ai toujours pensé que lui et moi avions quelque chose. Après les funérailles, Jesse a demandé s'il pouvait revenir vivre à la maison pendant un certain temps. Il a dit qu'il aiderait, me tiendrait compagnie, aiderait avec les factures. J'étais reconnaissante. J'ai dit oui sans hésiter. Au début, il a aidé. Il a payé un petit loyer, aidé à tondre la pelouse. Ça a duré peut-être 3 mois. Puis Jesse a arrêté de travailler. Il a dit qu'il avait été licencié. Puis c'était, je suis en train de réfléchir. Puis c'est devenu la boisson. Puis l'herbe. Puis Dieu sait quoi d'autre. Il restait éveillé toute la nuit, dormait toute la journée, me criait dessus quand je faisais trop de bruit dans la cuisine. J'ai commencé à me sentir comme une invitée dans ma propre maison. Les insultes ont commencé lentement. D'abord, c'était des petites piques, tu ne comprends pas, tu ne m'as jamais soutenue. Mais ensuite, c'est devenu des insultes, tu es paresseuse. Tu es pathétique. Pas étonnant que papa soit mort misérable. Il a dit ça une fois quand il était ivre. Celle-là a brisé quelque chose en moi. Mais je suis restée silencieuse. J'ai toujours gardé le silence. Je pensais qu'il était peut-être juste perdu. Je voulais croire qu'il s'en sortirait, qu'il grandirait. Cette nuit-là, il était environ 22 heures. Je venais de rentrer après avoir déneigé le porche parce qu'il ne le fait jamais. Il gelait dehors, les températures tombaient déjà en dessous de 0. Je lui ai demandé calmement s'il pouvait s'il vous plaît participer un peu à la facture de chauffage. Je venais de payer $214 que je n'avais pas. Ma pension couvre à peine mes besoins. Il s'est levé du canapé, m'a regardé droit dans les yeux. Puis il s'est dirigé directement vers le mur, a levé la main et a claqué le thermostat avec sa paume si fort que l'écran s'est fissuré et s'est éteint. Tu peux geler pour ce que ça me fait, a-t-il dit, puis il a souri comme si c'était une blague, comme si c'était drôle. Puis il a attrapé son manteau, a claqué la porte et est parti. Je suis restée là en silence pendant longtemps. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste restée là, dans ce vieux manteau de flanelle marron que Marty portait, et j'ai murmuré, tu m'as poussé trop loin. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise dans le salon avec 3 couvertures enroulées autour de moi, et j'ai pensé à tout. Toutes les années que j'avais sacrifiées. Tout l'amour que j'avais donné. Toutes les choses que j'avais laissées passer. J'ai pensé à la façon dont Jesse me tenait la main quand il avait peur du noir. Et maintenant, il me regarde comme si j'étais une ordure. Au matin, j'avais pris ma décision. Je n'allais plus avoir peur de mon propre enfant. J'ai appelé un serrurier. Je lui ai dit que mon fils ne vivait plus avec moi et que j'avais besoin de changer toutes les serrures. Il est venu le jour même, a changé chacune d'entre elles, m'a même donné de nouvelles clés et a jeté les anciennes dans le broyeur de son camion juste devant moi. Puis j'ai appelé mon avocat, Harold. Nous étions amis depuis la mort de Marty. Il m'avait aidé avec le testament. Je lui ai tout raconté. Chaque insulte, chaque menace, chaque facture que Jesse ignorait. Chaque fois qu'il claquait une porte ou jetait quelque chose. Il m'a dit quoi faire ensuite, m'a dit que j'avais parfaitement le droit de reprendre ma maison. Cette nuit-là, vers 18h15, Jesse est rentré. J'étais assise sur le canapé avec le nouveau radiateur d'appoint allumé et une tasse de thé chaud dans les mains. Il a essayé la porte une fois, puis une autre, puis a commencé à frapper. « Maman, ouvre la porte. » Je n'ai rien dit au début. Je me suis juste levée et je me suis approchée.
Quand j'ai ouvert, je n'ai déverrouillé le pen dormant qu'à moitié pour que la porte ne s'ouvre pas complètement. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » a-t-il crié. « Pourquoi ma clé ne marche pas ?»« Tu ne vis plus ici » ai-je dit. Il a cligné des yeux, puis a ri comme si je plaisantais. « Ouvre cette putain de porte, maman. »« Non » ai-je dit, aussi calme que possible. « Tu ne peux pas entrer. » Il s'est mis à crier, « Tu ne peux pas faire ça. Je vis ici. J'appelle les flics. »« Je l'ai déjà fait » ai-je dit. Ils sont garés au bout de la rue. Tu as 2 minutes pour partir ou ils montent. Il s'est tu. Il a regardé autour de lui comme si je bluffais peut-être, mais il a vu la voiture de police. J'ai vu la reconnaissance sur son visage. Il a reculé d'un pas, « C'est n'importe quoi » a-t-il dit. Tu jettes ton propre fils dans le froid. Tu as fait ton choix, ai-je dit, et je fais le mien. Puis j'ai fermé la porte. Mais ce n'était pas la fin. Loin de là. Vous voyez, Jessie pensait que c'était le pire que je pouvais faire. Il n'avait aucune idée de ce que j'étais sur le point de déclencher. Cette nuit-là, après avoir mis Jessie à la porte, je n'ai plus dormi. Mais cette fois, ce n'était pas par peur. C'était de la planification. Je ne voulais pas seulement qu'il parte de chez moi. Je voulais qu'il ressente ce que j'avais ressenti. Je voulais qu'il comprenne le poids de la douleur qu'il m'avait infligée. La culpabilité, la solitude, la honte. Je n'essayais pas de ruiner sa vie. J'allais le laisser la ruiner lui-même, avec juste un petit coup de pouce. Dès le lendemain matin, j'ai parcouru la maison et j'ai fait une liste de tout ce que Jessie avait touché ou revendiqué comme sien. Cette Xbox déglinguée ? À moi maintenant. L'écran plat qu'il avait acheté avec ma carte de crédit et jamais remboursé ? Parti. Vendu en 48 heures. J'ai emballé le reste de ses affaires, vêtements, chaussures, son ordinateur portable usé, tout, et je l'ai déposé dans un garde-meuble à son nom. J'ai payé 2 mois à l'avance. Après ça, son problème. J'ai aussi appelé les compagnies de gaz et d'électricité, j'ai fait retirer son nom de tous les comptes. Pareil pour la banque. Il avait réussi à faire ajouter son nom à un compte joint que j'avais oublié que nous avions. Je l'ai vidé, fermé et j'ai rempli des papiers pour fraude. Mon avocat m'a aidé à déposer une plainte pour maltraitance de personnes âgées et intimidation domestique. Jessie avait été menaçant, agressif et vivait sans payer de loyer depuis plus d'1 an. Harold m'a dit que nous pouvions monter un dossier, peut-être même porter plainte s'il essayait de riposter. Le lendemain du changement des serrures, Jessie est revenu vers midi. Cette fois, il ne criait pas. Il a frappé. Calme. Trop calme. Maman, a-t-il dit à travers la porte, je suis désolé. On peut parler ? Je n'ai pas répondu. J'étais juste en colère. D'accord, je ne le pensais pas, toujours rien. Très bien, a-t-il craqué. Tu veux agir comme ça ? Tu veux me mettre à la rue ? Tu vas le regretter. Il a donné un coup de pied dans la porte. Je l'ai entendu vibrer dans son cadre. J'ai failli rappeler les flics, mais il est parti en trombe. 2 jours plus tard, mon voisin, Marty, un autre Marty, est passé. Il a dit que Jessie avait frappé aux portes, demandant à crécher pendant un certain temps. Il avait l'air négligé, mal rasé, portant le même sweat à capuche tous les jours. La même nuit, j'ai reçu une demande de message sur Facebook d'une fille nommée Rin. Sa photo de profil la montrait dans une laverie automatique, faisant un doigt d'honneur à l'appareil photo. « Tu as mis Jessie à la porte » a-t-elle écrit. « C'est dégueulasse. Il crèche chez moi. Tu dois arranger ça. » Je n'ai pas répondu. Le lendemain, Jessie s'est à nouveau pointée. Cette fois, il avait Rin avec lui. Elle se tenait au bas des marches de mon Porsche, les bras croisés, le surveillant comme un chien de garde. Il a de nouveau frappé à la porte. « Maman, ouvre la porte. » J'ai entrouvert, comme la dernière fois. « Qu'est-ce que tu veux, Jessie ? » Je veux rentrer et prendre mes affaires. Elles sont au garde-meuble, ai-je dit. 2 mois payés d'avance. Voilà l'adresse. J'ai glissé le papier par l'entrebâillement. Tu te fous de ma gueule, a sifflé Rin. Tu as jeté ses affaires ?
Je les ai entreposés. Il ne vit plus ici. T'es une froide? Je l'ai regardée dans les yeux. Cet hiver aussi. Elle s'est précipitée sur les marches comme si elle allait me frapper. Jessie a dû la retenir. Elle n'en vaut pas la peine, a-t-il dit. Il m'a regardé comme si je venais de cracher dans sa nourriture. Tu vas le regretter. Je suis sérieuse. J'ai fermé la porte. La semaine suivante, ma boîte aux lettres a été arrachée de son poteau. Puis quelqu'un a jeté des œufs sur ma fenêtre de devant à 2 reprises. J'ai fait installer une caméra au-dessus de la porte. J'ai surpris Jessie les 2 fois. J'ai montré les images à la police. Ils lui ont adressé un avertissement officiel. Puis sont venus les appels téléphoniques. Des raccrochages au milieu de la nuit. Parfois des chuchotements, parfois juste une respiration, parfois des cris. J'ai bloqué tous les numéros, changé de téléphone, tout signalé. Je n'ai toujours pas répondu à ces messages. C'est là qu'il est devenu désespéré. J'ai découvert qu'il utilisait mon ancien numéro de sécurité sociale pour demander des prêts, des cartes de crédit. Il avait contracté un prêt sur salaire de 4 000 $ à mon nom 6 mois plus tôt. Je ne l'ai remarqué que lorsque les agents de recouvrement ont commencé à appeler. J'ai tout envoyé à Harold. Il a déposé des plaintes à la police. Nous avons monté un dossier de fraude. Puis j'ai appelé l'agent de probation de Jessie. Oui. Il s'est avéré qu'il était en probation pour une bagarre dans un bar l'année précédente. Il avait cassé le nez d'un type pour une dispute à propos d'une table de billard. Je ne l'ai jamais su. Il avait menti en disant que l'affaire avait été classée. J'ai tout envoyé à l'agent, preuve de fraude, menaces, vandalisme. Elle m'a remercié, a dit qu'elle s'en occuperait. 3 jours plus tard, Jessie a été arrêtée devant une station-service pour violation de ses conditions de probation. Mais ce n'était toujours pas la fin. Parce que pendant que Jessie était en cellule de dégrisement, je fouillais dans quelque chose que j'avais trouvé dans un tiroir qu'il avait oublié de vider, un vieux carnet. À l'intérieur, il y avait des pages de notes, des noms, des montants en espèces, des livraisons et des collectes. Ce n'était pas seulement de l'herbe. Jessie dealait, et je savais exactement quoi faire avec ça. Le carnet était caché sous une pile de papier froissé au fond de son ancienne table de nuit. Il ressemblait à n'importe quel vieux cahier à spirale à réglure universitaire, mais une fois que je l'ai ouvert, j'ai réalisé que Jessie avait été prudent. Il n'écrivait pas de nom complet, juste des initiales, des rues, des heures, des montants en dollars. Mais il y en avait assez, trop. Au début, je n'étais pas sûr de ce que je regardais. Puis j'ai vu le schéma, R7TH et Bichet, 240 $. Garage de S21h, 180 $. Il tenait des registres. On aurait dit qu'il dirigeait sa propre petite opération, et pas du genre de bas niveau. Il ne s'agissait pas de fumer de l'herbe au sous-sol. Il distribuait. Peut-être des pilules, peut-être pire. Je savais que la chose intelligente à faire serait d'appeler la police et de le leur remettre. Mais quelque chose en moi voulait attendre. Je voulais l'utiliser au bon moment. Je voulais qu'il se sente piégé, comme moi, contrôlé, impuissant. Mais d'abord, je devais savoir à quel point il était impliqué. J'ai appelé la seule personne qui pouvait savoir, Lisa. Lisa était l'ex-petite amie de Jessie d'il y a 2 ans. Elle était un désastre à l'époque, toxicomane, fauchée, toujours en pleurs, mais elle s'était sevrée. Je l'avais croisée à l'épicerie une fois l'automne dernier. Elle avait l'air d'une personne différente. J'avais pris son numéro ce jour-là et lui avais dit que si jamais elle avait besoin d'une référence, je serais là. Je lui ai envoyé un texto, « Sais-tu dans quoi Jessie trempe ces jours-ci ? » J'ai trouvé quelque chose. Elle m'a appelé 20 minutes plus tard. Elle avait l'air nerveuse. Je ne devrais pas en dire beaucoup, m'a-t-elle dit. Mais Jessie n'a pas arrêté après mon départ. Il a empiré. Il a commencé à traîner avec un type nommé Docteur. Vrai nom André Collins. Il n'est pas fréquentable. Si Jessie lui doit de l'argent, tu dois faire attention. Est-il dangereux ? Ai-je demandé. Elle est restée silencieuse. J'ai déménagé de comté pour m'éloigner de lui. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis restée assise sur mon porche dans le froid.
J'avais le carnet sur mes genoux, enveloppé dans un vieux torchon. Mes mains tremblaient. Cette nuit-là, j'ai scanné les pages et je les ai sauvegardées à 3 endroits, mon ordinateur de bureau, une clé USB et un dossier cloud qu'Harold m'avait aidé à configurer. Puis j'ai placé l'original dans une boîte à dossiers verrouillée sous mon lit, au cas où. 2 semaines se sont écoulées. Jessie est sortie sous caution. Je ne le savais pas au début. Je ne l'ai découvert que parce que j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu sans message, juste une photo. C'était ma maison, prise depuis la rue. L'angle m'a dit que celui qui l'avait envoyé était garé juste devant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée en bas avec les lumières éteintes, tenant le téléphone, regardant à travers les rideaux. Rien ne s'est passé. Mais le lendemain matin, il y avait un rat mort laissé sur le pas de ma porte, enveloppé dans du plastique. Je n'ai pas appelé les flics. J'ai juste pris une photo et je l'ai ajoutée au dossier. Jessie pensait qu'il me faisait peur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà donné une copie du carnet à Harold et une autre à Lisa. J'ai aussi rappelé l'agent de probation de Jessie et lui ai dit qu'il était de nouveau dehors. Elle a dit qu'elle ne le savait pas. Ça l'inquiétait. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Je ne répondais généralement pas à cela, mais cette fois, je l'ai fait. C'était Jessie. « Tu te crois maligne ?» a-t-il dit. Sa voix était basse, froide. « Tu crois que c'est fini ? Je sais ce que tu as pris. Tu l'as laissé chez moi, ai-je dit. C'est à moi maintenant. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, maman. Je crois que si. Je le reprendrai. D'une manière ou d'une autre. Clic, je suis restée là, tremblante, mais je n'avais plus peur comme avant. J'étais furieuse. Il avait eu toutes les chances, toutes les occasions de réparer ça. Et au lieu de ça, il m'a de nouveau menacée. Le même après-midi, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai contacté André Collins. Il m'a fallu 1 heure pour trouver quelqu'un qui admette le connaître. Il possédait un garage dans le sud de la ville, près de Lincoln Avenue. J'ai appelé le numéro indiqué en ligne. Un homme a répondu. Ouais. Je cherche André. C'est qui ? Quelqu'un qui a quelque chose qui pourrait l'intéresser. Pause. Alors, continuez. J'ai le petit carnet noir de Jessie. Je sais qu'il vous doit de l'argent. Je sais ce qu'il y a dedans. Si vous le voulez, vous devrez d'abord écouter ce que j'ai à dire. Silence. Puis la voix a dit, venez au garage demain. Midi, n'amenez pas les flics. Je ne le ferai pas, ai-je dit, mais je n'y allais pas seule. Le matin où je devais rencontrer André Collins, je me suis levée tôt. J'ai mis le carnet dans une enveloppe Kraft, je l'ai scellé et j'ai écrit un mot sur le devant avec un charpie noir épais, assurance. Je n'ai pas déjeuné. J'avais l'estomac trop noué. Mais j'ai fait autre chose. J'ai glissé un petit enregistreur vocal dans la poche de mon manteau. Le genre que les enseignants utilisaient quand j'étais encore en classe. Il était vieux, mais il fonctionnait encore. Je l'ai testé 2 fois avant de quitter la maison. Avant de me rendre au garage, je me suis arrêtée au bureau d'Harold. Il n'a pas été surpris quand je lui ai dit ce que je faisais. Il a juste dit, s'il vous menace, parlez le moins possible. Laissez-le parler. Puis il m'a tendu quelque chose. C'était une déclaration sous serment signée confirmant que j'avais déjà remis la copie originale du carnet à des fins légales. Elle précisait également que tout ce qui se passerait à partir de ce moment serait de mon propre chef. Il se couvrait. Je respectais ça. Quand je suis arrivée au garage sur Lincoln Avenue, l'endroit ressemblait à une scène de film policier, graisseux, sombre, avec des voitures à moitié démontées à l'arrière, derrière une clôture en grillage rouillé. À l'intérieur, les lumières bourdonnaient et j'ai vu 2 hommes, l'un appuyé contre un coffre à outils rouge, l'autre assis sur une caisse de lait renversée. André était celui sur la caisse, grand, sweat à capuche sombre, visage allongé. Il ne s'est pas levé. « Vous êtes la mère de Jessie ?» a-t-il dit. « C'est ça. Pourquoi êtes-vous ici ? J'ai quelque chose qu'il a laissé derrière lui. » J'ai tendu l'enveloppe. Il ne l'a pas prise. « Pourquoi voudrais-je ça ? Parce que votre nom y figure.
Il s'est raidi, puis a tendu la main pour la prendre. Non, ai-je dit. Écoutez d'abord. J'ai sorti l'enregistreur de ma poche et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Jessie a rempli le garage. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, maman. Je le reprendrai. D'une manière ou d'une autre. André a cligné des yeux, s'est penché en avant. C'était quand ça? Il y a 3 jours. Il n'a pas parlé tout de suite. Puis il s'est levé. Je vais vous dire une petite vérité, a-t-il dit. Votre fils, il a été un problème. Il me doit $5000. Il m'a menti, a fait des affaires dans mon dos. Il a essayé de vous accuser de la raison pour laquelle il ne pouvait pas payer. Il a dit que vous étiez malade, que vous aviez Alzheimer et que vous ne lui donneriez pas l'accès à la maison. Mon sang s'est glacé. J'ai la preuve que c'est un mensonge, ai-je dit. Je sais que c'est un mensonge, a-t-il dit. Il a utilisé votre nom pour demander une ligne de crédit à mon nom aussi. Et maintenant, il a des vues pour s'enfuir au Minnesota. Il pensait que je n'en entendrais pas parler. Je l'ai regardé fixement. Je ne savais pas cette partie. Alors, a dit André, vous voulez qu'il disparaisse autant que moi? J'ai hoché lentement la tête. Qu'est-ce que vous voulez de moi? A-t-il demandé. Rien d'illégal, ai-je dit. Mais si vous voulez lui faire peur, vraiment lui faire peur, je ne vous arrêterai pas, il a eu un petit rire rauque. Vous avez plus de cran que je ne le pensais. Je lui ai tendu l'enveloppe. Il l'a ouverte, a parcouru la première page, puis a souri. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, a-t-il dit, appelez ce numéro. Il m'a tendu une carte. Pas de nom, juste des chiffres. J'espère ne jamais en avoir besoin, ai-je dit. Je suis sortie. 3 jours plus tard, Jessie a disparu. Pas d'appel, pas de texto, pas de menace, rien. J'ai pensé qu'il avait soit quitté la ville, soit que les hommes d'André lui avaient rendu visite. Mais ensuite, les flics sont venus frapper. Ils ont trouvé Jessie dans un motel près de Kenosha, contusionnée, fauchée et transportant de fausses pièces d'identité. Quand ils ont vérifié les pièces d'identité, ils ont également trouvé un mandat d'arrêt pour usurpation d'identité, la mienne. Ils l'ont emmenée. Cette fois, pas de caution. Il m'a appelé une fois de prison. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal, en pleurant, je ne le pensais pas, maman. J'ai peur. S'il te plaît, aide-moi juste. Je l'ai supprimé. L'affaire de fraude a progressé. Avec tous les documents qu'Harold avait, plus les déclarations des compagnies de services publics, et maintenant le témoignage de Lisa, Jessie a été inculpée de 3 crimes. Son avocat commis d'office a essayé de soutenir que je mentais par dépit. Puis le carnet a été soumis comme preuve et le procureur a offert un accord à Jessie, plaidé coupable, purgé 3 ans, probation pendant 5 ans. Il l'a accepté. La même semaine, le garage d'André Collins a mystérieusement brûlé. Fraude à l'assurance. Certaines personnes ont dit qu'il avait touché un gros chèque. Puis il a disparu. Parti dans le sud, peut-être. Personne ne sait, mais ce ne sont pas mes affaires. Je suis resté à Milwaukee, j'ai enlevé les serrures, repeint les murs, nettoyé chaque centimètre carré de la maison jusqu'à ce qu'elle ne sente plus son odeur. J'ai repris ma vie. Mais voici la partie que personne n'avait vue venir. Environ 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste de Jessie. Écrite à la main. Pas de menace. Pas d'excuses non plus. Juste une ligne, tu as gagné. J'espère que ça en valait la peine. Je l'ai brûlé. Puis je me suis assise, j'ai ouvert un nouveau carnet et j'ai tout noté. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque nuit froide, chaque étape de ma vengeance. Pas parce que je voulais me souvenir, mais parce que je voulais m'assurer de ne jamais oublier ce qui arrive quand on laisse quelqu'un continuer à apprendre de vous sans conséquence. Ça en valait la peine. Chaque seconde. Et je le referai.